Pouvoir entamer donc notre table ronde de l'après-midi avec tous nos invités. Mais j'ai d'abord le plaisir d'accueillir parmi nous Scholastique Mukasonga. Scholastique Mukasonga qui nous rejoint cet après-midi. Vous êtes né au Rwanda et vous vivez en France depuis près de 30 ans. Vous êtes romancière et aussi assistante sociale, je crois, en Normandie. Votre œuvre est saluée dans le monde entier. Et depuis votre premier livre, Notre-Dame du Nil, qui a été prix Renaudot, vous racontez votre pays natal, ses fantômes, ses blessures, mais aussi ses beautés et toute la richesse de ses histoires. Votre livre a été adapté au cinéma par un autre écrivain, d'ailleurs, qui est Atik Rahimi en 2020. Vous pouvez voir le film donc, qui s'appelle Notre-Dame du Nil, qui est tiré de votre livre et qui est vraiment bouleversant. Donc je vous conseille à tous d'aller, vous pouvez vous le procurer et d'aller le regarder pour ceux qui ne l'auraient pas vu, parce que je crois qu'il est sorti juste avant malheureusement le confinement. Et vous avez sorti un livre aussi récemment qui s'appelle Kibogo est monté au ciel et qui est vraiment magnifique, que j'ai dévoré vraiment en quelques jours et qui nous transporte dans les collines du Rwanda et dans toute sa magie. Aujourd'hui, Scholastique Mukasonga, vous êtes parmi nous pour témoigner en tant que personne exilée, pour nous dire que ce n'est pas une fatalité pour celui qui garde par vents et marées l'espoir. Je vous remercie vraiment sincèrement au nom de la d'hier d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui et j'aurais voulu commencer notre échange par vous demander tout simplement de pouvoir nous raconter comment s'est passée votre arrivée en France et quels souvenirs en gardez-vous. Merci beaucoup. Je suis très honorée de pouvoir participer à cet échange qui me tient tant à cœur. Vous m'entendez, Madame Archambault? Je vous entends très bien. Oui, je vous entends très bien. On vous entend tous très bien. Voilà. Je vais donc répondre à votre interrogation de mon intégration en France en faisant un peu un détour quelque part comme pour me présenter, pour vous dire pourquoi on parle de mon intégration pour moi. Alors, donc là aujourd'hui le thème c'est l'accueil des réfugiés. Les réfugiés, donc ça veut dire que c'est la conséquence de la fuite. Donc pour moi, quand on parle de la fuite, de l'exil, je ne peux pas prononcer ces deux mots sans revoir les images de mon enfance. En parler me fait ressentir encore toute sa brutalité. Vous partez ou vous mourrez. Et il n'y a pas d'intermédiaire. L'exilé est l'homme ou la femme sans droit. C'est un apatride, c'est-à-dire une personne qu'aucun État ne considère comme son ressortissant. Il est dans le vide, il est apatride. C'est ce que j'ai d'abord vécu au Burundi, mon premier pays d'exil, le pays du Rwanda. Le HCR, donc le Haut Commissariat des réfugiés au Rwanda, m'avait bien accordé un titre de voyage, un document qui en fait m'interdisait de franchir les frontières du Burundi. J'ai fait plusieurs tentatives auprès de divers consulats pour sortir du Burundi. À la vue du document, l'officier m'a lancé des regards soupçonnés et avec un certain malaise, finissait par me signifier son refus définitif de visa. Quand on part, quand on quitte sa famille, son pays, quelles que soient les raisons qui vous poussent à partir, que ce soit politique ou économique, c'est qu'on n'a plus d'autre choix. Tu pars, alors avec comme seul bagage l'espoir de s'en sortir, de sauver sa vie, quoi. Vous vous dites, ça ne peut pas être pire. Sauf que si, ça peut être pire.
l'exil n'est jamais un long fleuve tranquille. Vous avez la peur, la souffrance, l'incertitude. Tout cela deviennent votre quotidien. Et vous êtes ici pour affronter tous ces obstacles. Il n'y a plus d'entourage familial pour partager le lourd fardeau. Ce qui devient votre force vous aide à tenir ce que vous vous rappelez et vous ne perdez pas de vue que désormais vous êtes porteur de l'espoir de ceux qui sont restés là-bas. Il n'y a pas que votre personne, c'est surtout ceux qui sont restés là-bas. Vous n'avez donc pas le droit de céder à la panique, au désespoir. Vous ne pouvez pas faillir. Alors, pour arriver à la réponse à votre question, mon intégration en France, aujourd'hui, je ne suis pas en fuite. Je ne me considère plus comme un exil. Je suis aussi bien rwandaise que française. Je ne suis en exil ni au Rwanda, ni en France. Mon intégration en France ne s'est finalement pas trop mal passée. Je suis arrivée dans un pays de loi. Et il faut savoir, c'est surtout ça. Il faut pouvoir accéder à ça. Il faut savoir et pouvoir l'entendre. Nous sommes dans un pays de loi. J'arrivais, je réclamais haut et fort d'intégrer immédiatement ma profession d'assistante sociale avec un diplôme rwando-burundais, ce qui était impossible vis-à-vis de la loi française. Exercer la profession d'assistante sociale en France demande de manière incontournable un diplôme d'État français. J'ai eu la chance de pouvoir rencontrer de bonnes personnes qui ont été de bons conseillers. J'ai passé le concours, je suis entrée en formation, comme les autres Français, j'ai eu mon diplôme français, et à partir de là, tout a suivi. J'ai pu exercer ma profession, réintégrer ma profession d'assistante sociale. Jamais, mes protégés, comme on les appelle, ou les usagers, m'ont prise pour une exilée. Je suis assistante sociale, je n'ai pas de couleur, je suis leur assistante sociale, et ils attendent de moi que je les aide à améliorer leur quotidien, comme c'est la mission de toute assistante sociale. J'habite une petite commune côtière à proximité de Ouistreham. Ouistreham est une plage fréquentée surtout les week-ends par les habitants d'Okan, c'est à 10 km d'Okan, et des Parisiens, c'est à 200 km de Paris. C'est un petit port de pêche, sur lequel il y a l'imposante masse blanche du ferry qui rallie 2 à 3 fois par jour l'Angleterre. C'est le mirage qui attire irrésistiblement les migrants. Passés en Angleterre, où ils ont accumulé tous leurs rêves et toutes leurs espérances, il est à peu près impossible de s'embarquer clandestinement sur le bateau, mais leurs rêves sont plus forts. Ils sont jeunes. Rien ne les découragera. Et si selon les accords, on les renvoie en Italie, où la plupart ont débarqué d'Afrique, ils y reviendront. Comment ne pourrais-je pas m'identifier à eux? Moi qui, à leur âge, errais seul, perdu dans cette ville inconnue qui était pour moi Bujumbura. Mais au Burundi, j'étais mineure et les portes des écoles ne m'étaient pas fermées. C'est à Ouistreham que je vais acheter mon poisson. Et je les ai vus. Ce que la presse appelle les migrants. Des ombres que l'on croirait invisibles pour ceux qui les croisent, errant sur le parking derrière la hare aux poissons.
le long des quais du Canal, auprès des poubelles du petit supermarché du centre-ville de Ouistreham. D'autres, plus nombreux, sont dans les fosses qui bordent la route, qui mènent au port, guettant pour s'y approcher les camions qui passent à toute allure. Sous les capuches, on devine des visages noirs, jeunes, très jeunes. Ils marchent, par deux, par trois, jamais seuls. Ils marchent, ils marchent. Ils regardent au loin, bien au-delà de l'horizon borné de la Manche. Que regardent-ils? Je ne suis pas désespéré pour eux. J'ai reconnu dans ces jeunes gens, qu'ils soient chassés de chez eux par la guerre, la famine, la misère, une énergie inébranlable qu'on appelle l'espérance. Il n'y a pas de haine en eux, pas de désespoir. Ils iront jusqu'au bout pour obtenir la vie qu'ils estiment en fait digne de ce qu'ils sont, des êtres humains. L'espoir s'appelle pour eux, pour l'instant, l'autre bord de la Manche, l'Angleterre. Sans doute, est-ce une utopie, et certains semblent à peine en connaître la langue d'ailleurs. Mais cette île que, bien sûr, qu'on ne peut apercevoir de la plage de Ouistreham, mais vers laquelle il voit plusieurs fois par jour se diriger le ferry inaccessible jusqu'à être englouti par l'horizon, c'est leur avenir. C'est bien leur avenir. Ils n'atteindront peut-être jamais cette Angleterre utopique, mais ils ne reviendront jamais en arrière, là d'où ils viennent. Ils n'ont pas pour eux que l'espérance, qui les mène que dans un sens, leur avenir. Un avenir brillant, disait mon frère André, alors que nous étions perdus dans cette ville inconnue de Bujumbura, perdus au long des journées vides de l'exil. Je l'écoutais, j'écoutais André avec attention. Il avait le même sourire que ces jeunes que je vois à Ouistreham, le même regard plein d'espoir. Tu verras, me disait-il. Il y a aussi pour nous un avenir brillant. Et il répétait, oui, un avenir brillant. Je suis devenue écrivaine, connue, reconnue. Mon frère André est devenu un grand médecin épidémiologiste, virologue. Il fait partie de l'équipe aujourd'hui au Rwanda qui œuvre activement pour lutter contre le Covid-19. Oui, s'il est que de Ouistreham, je me suivis moi-même, comme il y a 40 ans, marchant, sans savoir où aller, dans une ville inconnue. Ils sont bien là, mes compagnons, mes frères. Je ne sais comment les accompagner, marcher à leur côté. Je dois au moins leur parler, mais ils ne parlent pas français. Ils sont soudanais, somaliens, érythréens. Ils ont entre 16 et 21 ans. Voudront-ils, lorsque s'évanouira leur rêve d'outre-Manche, apprendre le français? Je sais par expérience que la barrière de la langue est le pire obstacle à l'intégration. Voilà ce que je dirais à mes frères et sœurs migrants de Ouistreham et d'ailleurs. Je ne saurais pas parvenir à m'intégrer si je n'avais pas parlé français, si je n'avais pas pu communiquer avec ceux qui m'accueillaient. Toutes les bonnes volontés peuvent être vaines face à la barrière de la langue. J'ai de l'espoir pour mes frères d'exil de Ouistreham, et aussi ils ont un avenir. Cela se lit dans leur regard. Entre exilés, le regard ne trompe pas. C'est comme un miroir. Merci de m'avoir écouté. Écoutez, Scholastique Mukasonga, vraiment je vous remercie sincèrement pour ce témoignage que vous nous avez livré et surtout ces messages que vous adressez à ceux que vous appelez vos frères aujourd'hui, d'espérance, de montrer aussi tout ce qu'ils peuvent nous apporter de richesse. On le voit à travers votre parcours, celui aussi de votre frère qui a été différent. Et c'est vraiment quelque chose qui est... on sent que ça vient du cœur, c'est quelque chose de, voilà, qu'on va pouvoir transmettre à tous les réfugiés et les exilés qui peuvent nous suivre, qui sont avant tout effectivement nos frères.
avant d'être exilés ou avant d'être réfugiés et qui font partie de notre société. Donc je vous remercie vraiment sincèrement et nous allons pouvoir justement voir avec les autres participants de la table ronde les expériences qu'eux-mêmes ils ont pu connaître à travers leur travail. Et j'incite vraiment tous ceux qui nous écoutent à vous lire. Moi, je vous ai découvert récemment et c'est avec un très très grand bonheur que je vous ai lu. C'est merveilleux. On découvre, moi, ce petit pays que je ne connaissais pas, le Rwanda, effectivement, avec toutes ses richesses, sa culture et vraiment Scholastique Mukasonga. J'espère qu'on aura l'occasion de vous retrouver avec la délégation interministérielle à l'accueil et l'intégration des réfugiés pour sûrement faire un événement, peut-être aussi avec la projection du film qui a été adapté de votre livre Notre-Dame du Nil. Et je vous remercie vraiment pour votre parole aujourd'hui avec nous. Et je vous souhaite une très bonne après-midi. Merci beaucoup, Madame Roger. Merci beaucoup. Bonne continuation. Je dois partir, comme je vous l'avais dit. En tout cas, merci beaucoup. Je vous remercie infiniment de m'avoir fait confiance. Merci beaucoup. C'était vraiment donc un privilège. Voilà, on peut l'applaudir. Et c'était vraiment un très très beau témoignage qui nous a un peu touchés, il faut le dire. Moi, ça m'a ému. Alors maintenant, on va passer à l'accueil de nos autres invités, sachant que certains sont avec nous et d'autres sont à distance. Donc je vais accueillir tout d'abord ceux qui sont parmi nous et je vais commencer par Juliette Lagagné, qui est directrice générale du groupement d'intérêt public Habitat et Intervention sociale pour les mal logés et les sans-abri. Nous avons aussi le plaisir d'accueillir Renaud Père, qui est vice-président de la métropole de Lyon auprès de Bruno Bernard, son président. Vous êtes délégué à l'habitat, au logement social et à la politique de la ville. Vous êtes spécialiste de sciences politiques et vous êtes par ailleurs directeur de Sciences Po Lyon. Nous accueillons, qui nous accueille aussi, Alain Régnier, donc délégué interministériel à l'accueil et à l'intégration des réfugiés, et nous avons également par visioconférence le plaisir d'accueillir François Héran, qui est sociologue, anthropologue et démographe. François Héran, vous êtes professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Migration et Société depuis janvier 2018, et vous êtes par ailleurs directeur de l'Institut Convergence Migration. Et enfin, nous avons le plaisir d'accueillir aussi en distanciel Sylviane Tardieu. Vous êtes conseillère métropolitaine à Clermont-Ferrand. Donc j'espère que tout le monde nous entend correctement. Ce qui serait bien peut-être, c'est que j'ai les retours pour avoir François Héran et Sylviane Tardieu en visuel. Ce sera plus agréable pour la table ronde. D'autant que je vais commencer par poser une question à François Héran. François Héran, vous avez abordé au travers de vos conférences, de vos cours au Collège de France, d'ailleurs, qui sont, je vous incite aussi à aller les consulter, elles sont tout à fait accessibles sur Internet et elles sont absolument passionnantes. Vous avez abordé au cours de vos conférences, notamment, la question des difficultés ou pas de l'intégration, comme aussi le miroir de notre société qui est parfois divisée. Et ce qu'on voulait vous demander en introduction, c'est peut-être de nous dire par rapport au sujet de notre table ronde qui est le territoire clé de l'intégration, si vous pouvez nous faire des comparaisons avec d'autres organisations territoriales et notamment l'Allemagne qui est un État fédéral, de savoir comment ça marche en Allemagne, quelle est la différence par rapport à la France et ce que vous avez pu constater. Eh bien, d'abord, je tenais à remercier la DIR pour son accueil. J'espère que vous m'entendez bien. On vous entend très bien et on vous voit très bien tous. C'est parfait. Oui, la comparaison pose parce que depuis la crise de l'accueil des réfugiés qui s'est manifestée en 2015, nous avons évidemment pu observer des différences très importantes entre les deux pays. En gros, il faut rappeler que 4 400 000
personnes ont été enregistrées comme demandeurs d'asile depuis 2015 jusqu'à la fin 2019. C'est un chiffre évidemment considérable. Et sur l'ensemble de ces 6 années, de 2015 à 2019, l'Allemagne en a accueilli à peu près 38% et la France 11%. Voilà à peu près nous avons beaucoup mieux fait beaucoup plus, beaucoup mieux que la Grande-Bretagne, qui n'a accueilli que 4% de tous ces demandeurs d'asile. Là, je parle simplement de l'enregistrement et pas des décisions positives. Il faut savoir que l'Allemagne, par exemple, n'a accordé la protection, ou une forme de protection, qu'à la moitié des demandeurs d'asile qu'elle a enregistrés. Et puis le reste de l'Europe, essentiellement l'Europe centrale, par exemple, n'a accueilli, n'a enregistré comme demandeurs d'asile que 3% de l'ensemble de ces vagues de réfugiés. Alors, comment expliquer que l'accueil ait été beaucoup plus facile en Allemagne qu'en France? J'étais, la semaine dernière, j'assistais à Strasbourg à un colloque absolument passionnant sur les 30 ans de la réunification allemande, et il y avait une série de présentations qui concernaient l'accueil des migrants. Il est certain que la structure fédérale de l'État, la redistribution des pouvoirs, accorde une autonomie dans les politiques d'accueil aux Länder, mais également aux grandes municipalités, mais aussi aux universités, donc une autonomie considérable. Si bien qu'il y a certes une politique migratoire d'accueil générale, nationale, bien sûr, mais il y a aussi des politiques locales. Donc, vous verrez qu'en France, on a également une diversité locale dans l'accueil. Il y a le réseau des villes accueillantes, il y a la décision tout simplement que peuvent prendre les maires de consacrer plus de moyens à l'accueil des réfugiés, et le travail avec les préfets qui s'organisent localement, mais peut s'organiser de façon assez variable et aboutir à des résultats assez variés. Mais en Allemagne, les causes de la variation sont encore plus fortes. Et puis, il y a un autre facteur, outre la capacité d'accueil qui peut être décidée localement, il y a le fait que le système associatif français est vraiment structuré de manière totalement différente. Et là, je le vérifie régulièrement, il y a en Allemagne des associations caritatives tout à fait puissantes qui bénéficient notamment de l'impôt ecclésiastique qui est prélevé à la source sur une très grande partie des citoyens allemands, même si cet impôt tend à baisser avec le temps. Et donc, des associations comme Caritas ou la Diaconie bénéficient de moyens très importants. Et avec cette différence essentielle, c'est que le Caritas allemand, contrairement à Caritas catholique et le Secours catholique, pour prendre cet exemple, eh bien, dispose d'infrastructures d'accueil propres. Il gère des hôpitaux, il gère des maisons de retraite, il gère des centres d'accueil pour enfants handicapés, etc. Et ceci leur a donné une puissance d'accueil considérable dont on n'a pas l'équivalent en France. Donc en France, nous avons deux grandes spécialités dans le traitement de la demande d'asile. Je parle toujours de la dimension associative. Nous accordons, il y a des associations qui font du soutien juridique. Évidemment, on peut citer au premier chef le GISTI et la CIMAD. Et puis nous avons de grandes associations médicales, Médecins sans frontières, Médecins du monde, qui sont devenues des organisations internationales. Voilà les deux spécialités françaises, mais nous sommes beaucoup plus démunis sur le plan de l'hébergement, du soutien alimentaire, etc., où là, c'est laissé à des initiatives locales. Alors des collectifs se sont créés un peu partout. Il y a eu un mouvement de solidarité incontestable dans les régions, dans les aires rurales parfois les plus reculées. Mais enfin, tout ceci est très dispersé par rapport à la concentration des moyens qu'on a pu observer en Allemagne dans le domaine associatif. Donc voilà une grande différence. Je ne pense pas qu'on puisse imputer à tel ou tel peuple une volonté d'accueil, une humanité qui leur serait en quelque sorte intrinsèque. Je pense que l'organisation, les structures jouent beaucoup.
Il y a eu en France, quand on interroge les membres des associations, il y a eu au départ un mouvement de compassion, de solidarité, puis ensuite, au fil des mois, quand l'expérience s'accumule, quand on voit combien il est difficile, par exemple, de loger des migrants chez soi, hein, c'est pas si simple, d'organiser la vie quotidienne et les relations, et bien peu à peu, la sensibilité humanitaire du début peut se changer assez souvent, pas toujours, mais enfin en une volonté politique, en une réflexion en tout cas sociopolitique plus approfondie chez les personnes. Voilà ce qu'on a pu observer dans le cas français. Donc les initiatives locales existent, mais ce sont quand même les grandes associations comme Emmaüs par exemple, France Terre d'Asile, etc., qui ont des délégations de services de l'État, qui remportent des appels d'offres, qui ont quand même dominé l'organisation de l'accueil. On pourrait citer aussi l'organisation du préfet Caranco, etc. Voilà. Mais en Allemagne, il y a, je terminerai là-dessus, il y a l'idée que nous ne devons pas tout attendre de l'État, ce qui est un peu trop l'attitude en France. En France, c'est très heureux que l'État soit fort, et on voit bien dans la crise du Covid, si l'État français n'avait pas été là pour prendre des mesures décisives, pour amortir le choc de la perte d'emploi ou du relâchement du contrat de travail avec l'employeur, la situation serait bien plus grave. Donc nous avons la chance d'avoir un État fort, mais il faut en même temps que cet État puisse accompagner et non pas se substituer aux initiatives locales, aux initiatives citoyennes. Et là, nous avons du mal, et nous avons un peu tendance à penser que c'est à l'État de tout faire. Et puis l'État, à son tour, a un peu tendance à se défausser sur les associations qu'il laisse parfois sans grands moyens. Et donc ce système a du mal à fonctionner, hein, incontestablement. Il y a encore des progrès à faire. Mais enfin, je pense que si je veux terminer sur une note positive, nous avons tous été agréablement surpris, que ce soit à l'OFPRA, à l'OFII, qui a dû s'en charger, puis évidemment la DIER avec la même expérience, de voir à quel point l'accueil des réfugiés dans les nombreuses localités où ont été installés les CAO a été finalement beaucoup plus positif que ce qu'on avait espéré. Tout le monde redoutait qu'il y ait des réactions locales négatives vis-à-vis de l'implantation comme ça un peu soudaine d'une dizaine, d'une vingtaine, d'une trentaine de réfugiés. Et ça ne s'est pas produit. Les problèmes sont plutôt liés à la solitude, à l'isolement, à l'éloignement des capitales où sont concentrés les services, mais pas tellement finalement à la qualité de l'accueil. Et ça, je pense que c'est quand même assez réconfortant. Et ça veut dire que nous avons des bases sur lesquelles on peut agir à l'avenir pour améliorer notre système d'accueil. Tant mieux pour cette note positive. Je vous remercie beaucoup, François Héran. Donc, on va pouvoir passer justement la parole à un représentant d'une collectivité locale en plus significative. Je voulais juste rappeler à ceux qui nous écoutent que vous pouvez poser des questions à nos invités ici et on pourra les prendre par la suite et ils pourront y répondre. Donc, n'hésitez pas. Vous voyez, je les récupère moi sur ma tablette. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Alors, justement, pour prendre la suite de François Héran, Renaud Père, alors on ne doit pas tout attendre de l'État, mais est-ce qu'on peut tout attendre aussi des collectivités locales? Quel serait leur rôle? Comment vous vous positionnez à la métropole de Lyon? Alors, plusieurs précautions quand même avant de vous répondre. D'abord, vous saluez l'initiative de la délégation interministérielle et ne serait-ce que le thème de notre rencontre. Qui aurait pu imaginer il y a encore quelques années non seulement qu'on parle des territoires, ça fait quand même quelques temps, mais qu'on les érige en clé de l'intégration. Donc c'est quand même un thème qui montre à quel point les territoires, quels qu'ils soient d'ailleurs, peuvent jouer un rôle, comme l'a dit François Héran, et ça, bien sûr, dans le lien avec l'État. La précaution aussi que je souhaite apporter, c'est que nous sommes en début de mandat. Donc peut-être qu'on se retrouvera dans 6 ans pour voir si ce que nous pouvons annoncer du côté de la métropole de Lyon s'est réalisé, mais comprenez qu'on est dans une posture volontariste et qu'on est là en train d'écrire notre feuille de route et qu'en la matière, elle est très, très nourrie et c'est bien ce que je veux vous dire aujourd'hui. Mais peut-être que pour commencer, comme
comme les deux interventions d'une certaine manière l'ont déjà pointé, avant de parler de réfugiés, il est quand même utile de rappeler qu'avant d'être réfugiés, les hommes et les femmes sont des citoyens avec parfois et souvent des engagements forts dans leur pays, au niveau politique, au niveau syndical, professionnel, artistique. Je crois qu'on a déjà eu une parole forte en la matière et que dans l'exil, ils ont perdu, voire tout perdu. Et que cette perte est à la fois individuelle, sans aucun doute, mais qu'elle est, et c'est là qu'on peut aussi aborder avec un autre regard l'intégration, qu'elle est collective et que cette perte, quand ils arrivent sur notre territoire français, est une perte pour notre pays si on n'y prête pas attention. Et que par ailleurs, mais ça, vous le savez, nous le savons très bien, que ces migrants ont affronté les routes de l'exil, que parfois les pouvoirs publics laissent aux mains de la mafia ou de réseaux mafieux, qu'ils ont subi là des traumatismes majeurs et qu'ils arrivent donc avec ces traumatismes. Ce que je veux dire par là, c'est que même si ce n'est pas le thème forcément de notre échange, il y a forcément un avant. Avant d'être reconnu réfugié, il y a ce temps de l'avant, et ce temps, il interpelle forcément les territoires, d'une certaine manière. Donc cet avant, c'est celui des demandeurs d'asile, c'est-à-dire ces hommes et ces femmes à qui l'on permet temporairement de se maintenir sur notre territoire, et dans nos territoires, précisément, avec des droits minimums, bien sûr, l'accès aux soins, l'accès à l'école, à l'hébergement parfois, et c'est bien une question quand même majeure, sans possibilité de travailler, donc ce qui signifie qu'ils dépendent de l'octroi d'une somme symbolique qui qui accroît leur vulnérabilité, qui ne les considère pas assez dignement, et que c'est bien souvent les collectivités territoriales qui sont les premières interlocutrices en la matière et qui, en lien avec l'État, doivent trouver des solutions. Si on pointe cela, c'est que nous avons là déjà une perte en ligne d'une certaine manière. Pourquoi ? Parce que bien sûr, lorsqu'ils seront reconnus réfugiés, nous les traiterons d'ailleurs bien souvent comme des stocks, ou en tout cas dans un temps le plus rapide possible, et que nous oublierons d'où ils viennent, puisqu'il y aura eu ce temps intermédiaire, et que monsieur sera, par exemple, aura été dans son pays d'origine, aura été professeur, et là il deviendra vigile. Madame aura eu des responsabilités fort importantes, et elle deviendra, elle aura un métier d'agent d'entretien, et donc on perd complètement cette reconnaissance des compétences et de ce qui faisait la dignité, évidemment, de ces individus. Donc, autrement dit, le point de départ, c'est l'avant, et cet avant, nous devons y porter vraiment une attention. On l'a évoqué, une des priorités, bon, bien sûr, c'est l'hébergement ou le logement, on y reviendra sans doute, mais c'est l'apprentissage, bien sûr, de notre langue et l'apprentissage du français. Et on sait que c'est un élément central, et qu'on le laisse bien souvent sur notre territoire aux seules initiatives citoyennes, et il n'y a aucun mépris, loin de là, mais qu'on fait défaut. Quand je dis qu'on fait défaut, ce sont les pouvoirs publics, c'est-à-dire qu'on ne fait qu'accompagner, alors qu'on devrait encore plus appuyer ces initiatives citoyennes, voire se substituer en partie à ces initiatives. L'intégration commence par la réparation aussi, et ça, il faut le rappeler, nous l'avons dit, enfin, ça a été évoqué, et puis je l'ai dit, il y a un voyage traumatique, et donc il faut absolument partir de ce traumatisme qui laisse supposer, là aussi du côté de l'État comme du côté des collectivités, une prise en charge majeure. Prendre soin, c'est bien une priorité que nous devons avoir à l'esprit, et en la matière, une collectivité, et j'en viens enfin à votre question, une collectivité comme la métropole de Lyon a, dans ses compétences, d'une certaine manière, toute une série de leviers possibles pour répondre à cela. D'abord, elle le peut évidemment aux côtés de l'État. Et c'est une occasion quand même pour dire que
à quel point on peut être heureux d'avoir signé le contrat territorial d'accueil et d'intégration des réfugiés, et je le dis d'autant plus que c'était la majorité précédente qui l'avait signé et qu'on commence à le mettre en œuvre, on est au début, mais c'est pour nous un point de départ. C'est le point de départ, bien sûr, d'une nouvelle relation avec l'État, mais c'est bien au-delà, c'est-à-dire que c'est pour nous le point de départ d'une politique de la collectivité, pleinement portée par la collectivité, une politique de l'accueil et j'ai envie même de dire une politique de l'hospitalité. Donc on a ce point de départ qui a été initié dans la collaboration avec l'État. Prendre soin, parce que ce sera cela le fil directeur, c'est bien évidemment renforcer l'action sociale de la métropole et bien évidemment du côté de la santé et notamment de la santé psy, puisqu'on a là véritablement une urgence. Bien sûr, il faut que nous questionnons, et c'est ce que nous sommes en train de faire, les moyens dont nous disposons, la complémentarité avec d'autres pouvoirs publics, mais il faut absolument, notamment avec les CMP qui sont présents sur notre territoire, il faut les renforcer et accompagner évidemment les agents. Alors les CMP, parce qu'on parlait des acronymes, les centres médico-psychologiques. Voilà. L'intégration se poursuit par la connaissance, celle de la langue, mais ce n'est pas tout. Il faut aussi précisément être dans l'échange sur les compétences acquises, voire la reconnaissance. On a évoqué la reconnaissance des diplômes. Et donc, étendre ce dispositif, là aussi, de validation des acquis de l'expérience. Oui, là, je ne passe pas par l'acronyme, j'ai hésité. Donc, c'est la reconnaissance de diplômes étrangers, et on a là un rôle majeur. Et là encore, c'est dans le dialogue, évidemment, État-collectivité que nous pouvons avancer. Et puis, bien sûr, on n'intégrera pas si on reste dans cette incertitude, dans cette seule posture de survie, qui est quand même bien souvent le lot de la plupart des réfugiés. Et donc, il faut absolument être attentif, encore une fois, aux compétences des réfugiés, des hommes et des femmes qui arrivent sur notre territoire. Je dis une chose quand même, parce que nous vivons dans un moment où l'hospitalité est bien souvent donc une question de moyens disponibles, mais est bien souvent aussi au cœur de débats politiques qui risquent d'être encore plus vifs dans les mois qui viennent. Et notamment, à l'approche des prochaines échéances nationales, il faut le dire, on risque d'avoir un débat encore plus clivé sur cette question, surtout dans une conjoncture qui va être une conjoncture de crise économique sans précédent probablement. Et en la matière, au-delà du débat, les collectivités territoriales qui viennent d'être élues en plus, donc qui ne seront pas soumises à cette échéance électorale, doivent être des remparts. Doivent être même des lieux de résistance ou en tout cas de réaction. Elles sont les premières au contact de l'hospitalité et elles doivent tenir bon. Et je pense que ce sera le lot de bon nombre de collectivités et que précisément le fait de donner plus de place aux collectivités permet de dépassionner, en l'occurrence dans ce contexte singulier, le débat. Alors parmi les actions concrètes, et vraiment je ne fais que les lister et probablement j'y reviendrai dans les questions. Bon, nous pouvons déjà imaginer un certain nombre d'actions concrètes. D'abord, la rédaction d'un guide à l'usage de ces nouveaux métropolitains, habitants de la métropole, la rédaction qui peut être confiée précisément à des rédacteurs, à un groupe mixte de rédacteurs, de travailleurs sociaux, j'aurais dû en parler, nous avons des maisons de la métropole sur l'ensemble de nos territoires qui sont des lieux fabuleux et que là aussi il faut renforcer les professionnels. J'en dirai juste un mot dans quelques instants. Bien sûr, groupe mixte de travailleurs sociaux de la maison de la métropole, de réfugiés, qui diraient ce qui leur a manqué, mais aussi des associations qui sont nos partenaires principaux. Et donc, il y a véritablement l'idée qu'on ait un guide qui ne soit pas fait par d'autres que les intéressés directs. L'écoute plus régulière de l'ensemble des acteurs. On se rend compte qu'en fait, on réunit, du côté de la métropole, on n'a pas réuni les acteurs, l'ensemble des acteurs de l'accueil et de l'intégration. Eh bien, nous voulons
rendre réguliers, au moins annuels, des échanges autour des difficultés quotidiennes de ces acteurs de l'intégration. La formation des professionnels. Parce qu'on parle de prendre soin, bien sûr, c'est prendre soin avant tout des réfugiés, mais on le sait, il faut prendre soin des professionnels qui accumulent dans leur quotidien la violence de cet accueil et de cette intégration. Et donc là, c'est de la compétence majeure de la métropole que d'accompagner ces professionnels, que de prendre soin des soignants et des accueillants. Le renfort des CMP, bon, je vous en ai dit un mot rapide. Et puis, bien sûr, un audit sur le ressenti des professionnels des maisons de la métropole. J'en dirai peut-être un mot plus tard dans les questions. Et enfin, travailler sur l'offre de logement et d'emploi. On commence, mais on ne fait que commencer en la matière, et probablement parce qu'on arrive après le temps d'avant, ce fameux temps d'avant où on ne reconnaît pas les compétences des réfugiés, donc on manque ce segment. Quant au logement, là encore, mais comme dans l'ensemble de la politique du logement, on est aussi dans une gestion tellement peu attentive aux cas singuliers que l'on n'écoute que très rarement la demande. On a une attribution qui n'est pas une attribution active d'une certaine manière. Et en l'occurrence, sur le sujet qui nous concerne aujourd'hui, le fait de déplacer des familles, notamment d'un quartier où elles ont commencé à s'intégrer, c'est-à-dire que quand on parle du territoire, c'est bien souvent le territoire et bien souvent le quartier en tant que tel, où il y a eu déjà le contact avec l'école quand on a des enfants. Et donc, cette question précisément d'être encore plus attentif avec les réfugiés sur les demandes de localisation de logement est majeure, et il faut y prêter attention. Et puis le logement, c'est bien souvent le premier droit, celui qui renforce les autres droits. Et en l'occurrence, il faut réfléchir à des formes de logement qui favorisent encore cette intégration. Et on peut, et on va, à la métropole, travailler comme d'autres à la colocation, à des formes de colocation qui favoriseront cette intégration. Et nous allons donc ouvrir, et probablement ouvrir par le logement, cette politique de l'hospitalité. Donc voilà pour, en quelques mots, et très pas assez rapide. On a déjà des questions. Et encore une fois, je vous remercie de votre initiative, parce que votre présence et votre confiance aussi nous oblige et nous pousse, au-delà des alternances, nous pousse à renforcer cette compétence des collectivités. Je vous remercie beaucoup. Alors du coup, j'ai envie de me tourner vers toi, Alain, pour te demander justement comment tu vois cette complémentarité, parce que Renaud Père a abordé des politiques publiques très structurantes. Juliette en parlera sûrement aussi, que sont par exemple le logement et l'emploi. Donc pour toi, comment tu vois cette complémentarité à travers les contrats, notamment entre le rôle des collectivités locales et l'État? Merci à tous les participants d'avoir accepté d'échanger cet après-midi sur la thématique du territoire. Avant de répondre à la question, je voudrais remettre en perspective le cadre structurant du national, c'est-à-dire d'une part le choix en 2017 de refonder la politique d'intégration et de définir une stratégie nationale d'accueil et d'intégration des réfugiés, ce qui, depuis plus d'une dizaine d'années avant, avait été largement remis en cause ou atténué. Donc il y a cet engagement national sur 7 grands axes, je ne vais pas les lister, mais donc il y a un cadre national. Il y a ensuite le constat que, en diagnostic, nous avons un peu plus de 300 000 bénéficiaires de la protection internationale en France. Presque 45% d'entre eux sont en région parisienne. Le reste sont dans notamment des territoires qui, jusqu'à présent, étaient très urbanisés, enfin sont très urbanisés. Donc on a une double stratégie à poursuivre dans la stratégie nationale et le cadre de référence qu'elle pose. C'est d'une part de mieux répartir l'ensemble des publics demandeurs d'asile et réfugiés sur l'ensemble du territoire national, parce qu'on le sait d'expérience, et Juliette sans doute l'a gagné, y reviendra, mais ayant eu d'autres responsabilités, on sait que la capitale française et son agglomération est confrontée à des multiples enjeux de vulnérabilité, d'accès au logement, même s'il y a beaucoup d'opportunités
en région parisienne, mais en même temps, c'est une région difficile. Donc, on a aussi un intérêt de l'ensemble des partenaires à avoir une stratégie territoriale nationale. Et j'ai essayé donc de porter, et le Premier ministre m'a confié cette mission dans la lettre de mission qu'il m'avait adressée au début de 2018, c'est d'une part d'avoir une double dimension, les grandes métropoles, parce qu'elles concentrent une partie significative des publics concernés, qu'elles ont des stratégies territoriales parce que la France évolue vers un modèle de plus en plus décentralisé, même s'il n'est pas abouti aujourd'hui. Et notamment, nous avons le plaisir d'être dans le Grand Lyon, qui est sans aucun doute la métropole qui a le plus abouti en matière de compétences et aussi d'élection au suffrage universel de ces élus métropolitains. Et donc, d'avoir une première approche sur les grands territoires. Et une deuxième approche qui est de travailler, donc j'ai écrit à plus de 1000 élus qui ont accueilli depuis 2015 des demandeurs d'asile ou des réfugiés, plutôt des petites villes et des territoires ruraux, pour leur demander s'ils souhaitent participer à un réseau des maires de proximité, on va dire. Et c'est cette double action, à la fois dans les grands territoires urbains et dans les territoires ruraux, qui nous amène à parler du territoire comme enjeu clé de l'intégration. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que presque 3 ans de cette mission, une 50aine de déplacements, moins depuis évidemment quelques mois, mais c'est de saluer l'engagement de nombreux élus de la République, du courage qu'ils témoignent dans des réunions parfois difficiles, aussi dans des grandes villes, parce que j'ai été aussi préfet dans des grandes villes et où j'étais avec le maire sur des projets d'ouverture de centres d'hébergement pour toxicomanes, par exemple, ou d'autres sujets, et l'engagement de la société civile française. Je veux dire, on voit toujours le prisme du débat parisien, des invectives, vous l'avez rappelé, on est dans une période qui va être une période de débat qui va être qui va pas être seulement que du débat, et donc c'est saluer l'engagement des élus de la République. Et donc, je suis convaincu que l'État doit poursuivre même si on est dans un cadre national avec une compétence de l'État, qui est celle des migrations et de l'accueil des migrants et des réfugiés, l'État ne peut réussir cette politique que s'il est en co-construction dans les territoires avec, quelle que soit la taille, les élus, dans une relation de confiance, et qui aussi est une relation où les légitimités se confrontent. C'est-à-dire qu'il est normal que vous ayez votre propre stratégie, votre propre vision de ces questions qui sont des enjeux politiques majeurs pour la France. Et donc, il y a des intersections. Et c'est sur ces intersections qu'il faut travailler, parce qu'elles nous permettront d'une manière pragmatique d'aborder d'autres champs qui sont plus difficiles, voilà, et qui créent plus de tensions encore. Donc on a réussi, avec 11 métropoles, à s'engager dans une démarche contractuelle. On va poursuivre, puisque j'ai été à Marseille à l'invitation de Mme Rubirola il y a moins d'un mois, parce qu'on a commencé donc la première phase d'un prochain contrat à Marseille, qui est le diagnostic territorial, parce qu'il faut partir de la réalité du territoire, du nombre de personnes sur le territoire, des acteurs présents, des compétences des uns et des autres. Et puis, vous l'avez dit, je crois que c'est une excellente chose et une très très bonne idée d'avoir l'idée d'une conférence annuelle, ou d'une rencontre annuelle des acteurs, parce que les gens, dans notre pays, on est un pays de cases et de cloisons. Voilà, donc on ne se parle pas assez, on ne se rencontre pas assez, je pense que c'est important. Vous avez parlé d'un guide, on est à votre disposition avec le numérique, avec réfugiés.info, et on va avoir des annuaires territorialisés. Vous avez la possibilité d'utiliser réfugiés.info, qui sera un outil qui est une forme de Wikipédia, on vous l'a bien vendu, je pense, depuis ce matin, mais qui sera traduit, qui sera toujours à jour. Parce que la question des guides, c'est que, on le sait, ça demande beaucoup d'énergie, et puis qu'on a souvent après une difficulté à assurer la mise à jour des informations qu'on a récoltées. Donc, on est à votre service là aussi pour vous accompagner dans un outil adapté à votre territoire, et qui soit traduit et mis à jour régulièrement. Donc, ces contrats, ils portent aujourd'hui plus de 200 actions. J'ai aussi suggéré qu'on ait des chargés de mission, il ou elle, qui assurent la transversalité, parce que ça me semble important. Vous avez accepté pour le Grand Lyon
et il est présent dans la salle, de recruter donc un chargé de mission. Vous l'avez entendu, la ministre du Logement, et ça je l'appelle de mes voeux aussi, avec la politique du logement d'abord, c'est de mettre en cohérence, parce qu'aujourd'hui les stratégies territoriales du logement d'abord n'intègrent pas la question de l'insertion dans le logement, n'est pas un public qui est cité dans les 21 contrats du logement d'abord. Donc, il faut aussi que l'État fasse mieux dans les propositions territoriales qu'il fait. Donc, j'ai rencontré Emmanuelle Wargon, elle vous a dit tout à l'heure qu'elle était dans cette approche. Je travaille aussi avec la délégation pauvreté, parce que je pense qu'il faut aussi mettre en cohérence ce que nous pouvons vous proposer, de manière, encore une fois, à être dans le droit commun et dans l'optimisation des ressources des uns et des autres. Donc, pour moi, je pense aussi qu'il y a une dimension, je terminerai par là, c'est la dimension de la réussite de cette intégration. Vous l'avez évoqué, mais dans l'histoire toujours du phénomène migratoire, le déclassement est quelque chose de récurrent. Et donc, à nous de montrer qu'on peut casser ça et qu'on peut organiser, j'y travaille avec l'éducation nationale, avec l'enseignement supérieur, sur la reconnaissance des diplômes, sur la validation des acquis d'expérience, mais il faut faire beaucoup plus et beaucoup mieux. Et aussi, il faut savoir comment, il faut réfléchir. Je n'ai pas de solution miracle, on en parle souvent avec Paolo Artini, qui est le représentant donc, du HR en France. Et la crise Covid, on a essayé, à l'occasion du 20 juin, la journée mondiale des réfugiés, du train de la solidarité de l'année dernière, de montrer ce qu'elle nous apporte à la société française, ces hommes, ces femmes qui sont arrivés, qui n'ont pas toujours forcément choisi la France, il faut être honnête, mais qui sont dans une approche, encore une fois, qui veulent être dans notre pays, des acteurs de notre pays. Voilà. Beaucoup d'entre eux deviendront français. Voilà. Donc c'est aussi un travail de mise en perspective, de citoyenneté. Vous avez prononcé ce mot au départ. Et donc la question, c'est comment, au travers de ces contrats, c'est une des questions que se posait le maire de Dijon dans l'axe de ces contrats, c'est comment on parle de ça, comment on parle de ce que nous faisons et comment on va essayer modestement de déplacer le débat parisien souvent violent sur ces aspects de migration à un débat raisonné dans les territoires, parce que les acteurs sont des acteurs raisonnés et raisonnables, et que chacun peut démontrer que c'est une chance pour son territoire que d'accueillir des nouveaux entrants et de leur donner la chance de réussir leur vie en France et d'apporter, encore une fois, aux habitants qui sont là, déjà plus anciennement, qu'ils apportent quelque chose. Et ça, c'est, je pense, moi je suis convaincu qu'on est sur un enjeu de développement durable. Et souvent on est dans le court-termisme. Mais comment, au travers de ces politiques contractuelles, nous allons essayer aussi de transformer l'essai de l'intégration en montrant aux Français qu'il ne faut pas avoir peur. On peut entendre qu'il y ait des doutes, des interrogations, mais comment on va en parler? Voilà, je crois que c'est toute la question aussi de ces contrats territoriaux, c'est de montrer que nous sommes capables, État, collectivité, de dépasser des clivages, des représentations. Encore une fois, dans un pays, François Héran parlait de l'Allemagne, nous ne sommes pas un pays historiquement fédéral, nous allons vers plus de décentralisation et de déconcentration, mais nous sommes dans une situation, de mon point de vue, je dépasse mon rôle, mais inaboutie dans le système français. Je parle à un spécialiste de la science politique. Mais donc je pense que dans ce cadre aujourd'hui, même dans cet inaboutissement, on peut faire mieux et on peut démontrer à la société française que l'accueil, c'est un élément structurant. Le préfet Maillot, hier, quand on était à la préfecture, rappelait l'importance de la fraternité et de l'accueil. Voilà, donc on va continuer à essayer d'apporter des réponses concrètes qui permettent de dépasser les débats de posture et d'essayer aussi de combattre ceux qui, dans les médias, traitent les mineurs non accompagnés de violeurs, de délinquants. Voilà, je pense qu'il faut mettre le niveau au-dessus de ça et démontrer qu'on est capable de faire des choses pour l'humain, pour les gens qui viennent. Voilà. Merci Alain. Tu as déjà répondu à un certain nombre de questions posées par ceux qui nous écoutent, et notamment celle d'Annabelle qui voulait savoir comment mieux communiquer
pour changer aussi les regards sur les réfugiés et qui nous a posé la question aussi, c'est Paul, sur quand est-ce que la stratégie nationale a-t-elle été adoptée en matière d'accueil et d'intégration des réfugiés. Et donc elle a été adoptée en 2018 et elle court jusqu'à la fin du mandat et on prépare de toute façon la suivante activement. Mais alors tu parlais d'actions concrètes justement pour dépasser les débats qui peuvent être posés sans action. Et alors là justement je vais me tourner vers Sylviane Tardieu. Bonjour et bienvenue parmi nous. Vous êtes donc conseillère métropolitaine à Clermont-Ferrand et vous êtes très engagée en matière d'accueil et d'intégration des réfugiés. Vous avez aussi signé avec la métropole un contrat territorial. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus et en quoi ça consiste exactement ? Alors pour l'instant, on n'a pas le son. Attendez. Excusez-moi, c'est moi qui l'avais pas mis. On vous entend. Bonjour à toutes et à tous. Je représente donc le maire de Clermont-Ferrand. Tout d'abord, je voulais apporter une petite précision, c'est que la spécificité de Clermont-Ferrand, c'est que la signature du contrat n'a pas été faite avec la métropole, mais uniquement avec la ville de Clermont-Ferrand. La raison au départ est un peu simple parce que quasiment la totalité des réfugiés sont sur la ville de Clermont-Ferrand et non pas sur la métropole. Voilà. Donc la deuxième spécificité, je vous ai bien entendu dans tout ce que vous avez pu dire aujourd'hui, c'est que nous sommes partis sur une cohorte en fait de réfugiés, donc qui ont été rencontrés. Qui ont pu témoigner de leur parcours, qui ont pu effectivement avoir un espace, je dirais, nouveau de considération, parce que c'est pas toujours le cas où on a l'occasion effectivement de pouvoir un peu se confier, même si c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Donc, on est parti de cette cohorte. Parallèlement, nous avons réuni une quarantaine de partenaires pour pouvoir échanger, pour savoir un petit peu ce qui se faisait sur notre territoire. Et on s'est rendu compte que non seulement tout le monde ne se connaissait pas, et en plus qu'il y avait plein de choses qui se faisaient par différents acteurs. Donc, je crois que ce moment a été très apprécié parce qu'il était temps de coordonner un petit peu tout ça pour éviter de s'éparpiller, pour éviter finalement que les personnes s'y perdent, parce que je crois que le plus important, c'est de penser aux personnes qui sont dans notre ville, souvent extrêmement perdues et pour lesquelles, si effectivement on les envoie à droite à gauche, c'est un peu plus compliqué. Donc, ces acteurs nous ont fait remonter les choses qui n'allaient pas pour eux, ce qu'on peut appeler les trous dans la raquette. Et à partir de là, les projets ont été déposés, 23 ont été déposés et sur ces 23 projets, 13 ont été retenus. Le comité de sélection a eu sa particularité d'avoir eu parmi les personnes des personnes réfugiées qui ont participé à ce comité de sélection. Donc je dirais que la spécificité un peu de notre ville, c'est d'associer en permanence les réfugiés dans tout ce qu'on peut faire. Donc c'est vrai que d'avoir cette parole en permanence de personnes qui vivent au quotidien les difficultés, c'était quelque chose d'important. Maintenant, je vous dirais que les choses sont lancées depuis très peu de temps puisque le comité de sélection, parce que nous on est rentré en 2019 sur la contractualisation, donc les projets, le comité de sélection s'est passé le 18 juin 2020, donc là les choses sont lancées. Bien évidemment, la crise sanitaire complique beaucoup de choses, mais bon, nous avons bon espoir que tout ça avance quand même assez vite. Voilà. Je vous entendais parler du débat climat. Bien évidemment, on est sur une période extrêmement compliquée. Nous, notre souci, effectivement, c'est de pouvoir effectivement, comment dirais-je, on a sur notre territoire des réfugiés, mais pas que. On a effectivement toutes les personnes qui sont en attente d'une situation, d'autres qui sont déboutées mais en appel. Donc c'est vrai que
sur notre territoire, effectivement, évolue tout un tas de publics un peu perdus souvent et puis pour lesquels nous devons apporter malgré tout des réponses. Donc, la ville, de par son CCAS, de par ce tissu, un tissu associatif qui est quand même important, a toujours essayé de répondre présent. Et l'avantage de ce contrat, c'est qu'on va pouvoir effectivement répondre mieux présent, parce que c'est ce qui était important, c'est qu'effectivement les personnes soient mieux dirigées, mieux soutenues, mieux accompagnées. Pour avoir des cas précis, hein, quand on a effectivement une personne qui se retrouve dans son appartement un peu perdu, quand il faut adopter dans un minimum de temps les codes qui sont pas les siens, on se retrouve vite à oublier de payer son loyer, on se retrouve endetté. Enfin, c'est tout ça, c'est des choses qu'il faut qu'on évite beaucoup. Et c'est pour ça que l'accompagnement social doit être un plus important. Tout à l'heure, j'ai entendu parler de formation. Bien évidemment que c'est un axe sur lequel on doit se pencher parce que c'est une spécificité. On peut pas se permettre de se tromper parce que en tant que ville, à partir du moment où les personnes sont chez nous, je crois qu'il faut qu'on a une responsabilité de bien les accueillir et de bien les informer et on se doit d'être présent à tous les niveaux de leurs difficultés. Donc effectivement, cette formation est importante. Je dirais également que ce qui nous fait souffrir là tout de suite, il y a deux choses qui nous font un peu souffrir, c'est nos jeunes de moins de 25 ans qui normalement ont le statut de droit commun, mais comme ils ont moins de 25 ans, leur seule solution pour vivre convenablement, c'est d'avoir du travail. Et sinon, ils ont cette épée Damoclès sur la tête et ils ne peuvent bénéficier effectivement de soutien financier. Donc le RSA, c'est 25 ans, donc c'est vrai que ça complique un peu les choses. Donc on a eu une expérience sur Clermont-Ferrand avec la mission locale d'une garantie jeune réfugiés. Et là, c'est vrai que on s'est rendu compte que la difficulté, c'est d'apprendre effectivement le français rapidement et d'acquérir un langage entre guillemets professionnel, parce que il faut pas se mentir, hein, quand on va dans un travail, on a tous un langage professionnel spécifique et quand on apprend la langue, ce langage professionnel, bien évidemment, en fait pas partie. Donc c'est extrêmement compliqué. Donc on se retrouve avec des situations pour ces jeunes qui sont dures. Hein, il faut le reconnaître. Voilà. Mais sinon nous on est extrêmement ravis d'avoir pu signer ce contrat parce qu'on avait besoin de l'État pour pouvoir tous se coordonner. On avait besoin de l'État pour pouvoir apporter du financement à toutes ces actions et ces projets qui vont se mettre en place. Et on a bon espoir qu'on accueille mieux, parce que je pense que nous sommes convaincus que communiquer davantage, c'est bien, mais il faut aussi se dire que si on accueille mieux, les gens seront plus, comment dirais-je, mieux convaincus de ne pas avoir peur de l'autre, parce qu'on a toujours peur de ce qu'on ne connaît pas. Et à nous aussi, ville de Clermont-Ferrand, à faire du travail pour que les uns et les autres puissent apprendre à se connaître. Bon, mais ça, c'est le travail de la ville avec son tissu associatif, avec les actions qu'elle a déjà mis en place. Mais il est vrai que le contrat nous a apporté une vraie bouteille d'oxygène, en tout cas à ce niveau-là. Je ne sais pas si j'ai répondu. Vous avez des questions aussi, on reviendra derrière de ceux qui nous écoutent pour avoir aussi des volants précis, mais on y reviendra de ce que vous avez déployé dans le contrat comme type d'action. C'est Jules qui nous demande ça, mais on reviendra après vers vous.
Juliette Lagagné, donc directrice générale du GIP HIS, est-ce que tu peux nous expliquer déjà peut-être pour ceux qui nous écoutent quelles sont très rapidement les missions du GIP HIS, et pour répondre à notre sujet aujourd'hui de la table ronde, c'est justement qu'est-ce que tu peux constater avec tes équipes des projets, des personnes que vous accompagnez, d'installation sur le territoire, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire et comment vous pouvez les accompagner? Merci en tous les cas pour l'invitation aujourd'hui. Alors c'est à la fois assez confortable et très frustrant d'intervenir en dernier parce qu'on a envie sur chacune des interventions de dire oui et de pouvoir en tous les cas contribuer. Donc j'espère réussir à faire les passerelles entre vos différentes interventions. Le groupement d'intérêt public Habitat et Intervention Sociale est une structure qui est rattachée à la préfecture de région Île-de-France et qui a été créé en 1993. Donc c'est un établissement qui aura bientôt 30 ans et qui a donc la particularité d'être le seul établissement en France qui est rattaché, donc qui intervient exclusivement sur l'accompagnement vers le logement de publics mal logés et qui est rattaché à une préfecture de région. Voilà. Et nous avons une seconde particularité, c'est qu'au-delà de mener des missions uniquement régionales, nous intervenons aussi sur des missions dites nationales, notamment aux côtés de l'ADIER et de la DIAL, la délégation interministérielle à l'hébergement et l'accès au logement. Je voulais rebondir notamment sur une des interventions de la ministre qui parlait de la mobilité nationale et de l'intérêt de pouvoir comme ça être sur un principe évoqué aussi par Alain de rappel de la solidarité nationale que doivent avoir l'ensemble des territoires. Aujourd'hui, le groupement gère principalement 2 dispositifs nationaux. C'est difficile avec les lunettes. J'ai un petit enjeu. C'est un challenge. C'est ça, c'est bon. On va faire le choix. On va dire que je sais tout par cœur. 2 dispositifs nationaux sur lesquels je souhaitais revenir, de mobilité nationale, que sont la plateforme nationale pour le logement des réfugiés, qui a été créée en 2015, suite à la crise migratoire qui a été évoquée, et puis par ailleurs très récemment la plateforme EMIL, engagée pour la mobilité et l'insertion par le logement et l'emploi, qu'Emmanuel Vargon a évoqué. Rappelez quand même que ces 2 plateformes ont la même vocation, c'est d'accompagner l'accès au logement ou à l'emploi et l'intégration des personnes sur les territoires. Je voulais rappeler déconstruire peut-être 2 idées. Une première, mais qui a été évoquée à plusieurs reprises, et la première intervenante l'a dit très clairement, c'est que l'enjeu de la mobilité nationale, ce n'est pas qu'un territoire déverse ses pauvres sur un autre territoire, mais c'est bien de considérer qu'un réfugié est aussi une richesse pour un territoire d'accueil. Ça, c'est le premier point. Et puis, le deuxième point, c'est de se dire parfois que les personnes, elles sont arrivées quelque part, et puis finalement, elles ont envie de rester sur ce territoire-là. Les 2 plateformes que nous gérons nous disent le contraire. Aujourd'hui, on a quasiment 800 candidats entre la plateforme nationale pour le logement des réfugiés et 1000. On a 800 ménages qui seraient ce qu'on appelle, nous, candidats à la mobilité. Et j'étais ravie de vous entendre parler d'hospitalité parce que parmi les 500 ménages qui aujourd'hui sont sur la plateforme nationale pour le logement des réfugiés en attente d'une mobilité, il y en a plus de 100 qui seraient très intéressés par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc voilà, petit appel à mobilisation. J'en profite. Dans toute sa diversité. Dans toute sa diversité, tout à fait. Mais voilà, je trouvais que la terminologie d'hospitalité sur laquelle, la notion d'hospitalité sur laquelle vous étiez revenu était très cohérente avec, en tous les cas, ce qu'on essaye de défendre. Donc voilà, c'était peut-être les 2 premiers points de déconstruction. C'est que effectivement, les réfugiés, comme d'autres citoyens, n'ont pas forcément envie de rester sur les territoires sur lesquels ils sont, plus encore en Île-de-France, comme le rappelait Alain. C'est vrai qu'aujourd'hui, sur les personnes que nous avons qui sont en attente sur la plateforme nationale pour le logement des réfugiés, on a 55% de ces ménages, des 500 dont je parlais, qui sont issus de l'Île-de-France. Peut-être juste rapidement dire qui sont les personnes qui ont été relogées, parce qu'il y a quand même depuis 2015
4500 quasiment personnes qui ont pu être relogées grâce à ce dispositif. Alors, je ne parle pas d'Émile qui est plus récent et qui est en construction, mais on pourrait, s'il y a des questions, revenir sur l'importance de l'implication des territoires et ce que la construction de ce programme nous aura appris sur le sujet. Mais pour en revenir plus globalement à la plateforme nationale pour le logement des réfugiés et donc à ces presque 4500 personnes qui ont pu être relogées, globalement, un tiers des personnes sont des personnes isolées, mais pas que, puisque la composition moyenne des ménages relogés, c'est 2,9, donc quasiment des ménages de 3 personnes. Aujourd'hui, le besoin premier, c'est que les territoires nous fassent remonter à la plateforme, donc qui est gérée par le groupement, des logements. Il y a une instruction qui est sortie le 24 août dernier qui fixe à chaque région des objectifs de remontée de logements. Et aujourd'hui, c'est un peu l'impulsion qu'on attend, c'est-à-dire qu'on a besoin de ces logements pour pouvoir positionner les ménages en attente. Donc voilà, globalement, ce sont des ménages jeunes, puisque la moyenne d'âge, c'est 32 ans, quelques grandes familles, mais pas la majorité, surtout des isolés ou des petites compositions familiales, je vais le dire comme ça. Souvent, ce sont des personnes qui n'ont pas démarré un parcours d'intégration très abouti. C'est vrai que les personnes qui sont en soins de mobilité, c'est des personnes pour lesquelles, alors peut-être qu'elles ont déjà des enfants scolarisés, si je prends l'Île-de-France, puisque c'est ce que je connais le mieux, déjà en Île-de-France, mais pour autant, c'est pas forcément des personnes qui sont aujourd'hui en emploi, qui ont un projet d'installation. Et tout l'enjeu pour le groupement, c'est à la fois donc de réussir cet appariement, mais aussi de sensibiliser les intervenants sociaux et les travailleurs sociaux à ce qu'est la mobilité. Parce qu'on voit que les personnes ont envie de partir, mais que peut-être une des réflexions qu'on pourrait avoir, on a parlé des associations et de l'importance du travail social, c'est aussi de voir comment les travailleurs sociaux peuvent aider les personnes à construire un projet de mobilité, parce que ça se construit. C'est vrai qu'un réfugié, il ne sait pas forcément ce qu'il va trouver en Ardèche, par exemple, on en parlait ce midi, mais pour autant, les travailleurs sociaux peuvent avoir cet accompagnement-là à la mobilité. Du coup, on a mis en place au niveau du groupement divers outils. Alors, vous avez celui-ci, qui est un petit guide à destination des intervenants sociaux. On met aussi en place bon, c'est pas grave, de toute manière, j'arrive pas à les lire. Alors, des sessions de sensibilisation à ce qu'est la mobilité nationale. Et là, c'est un élément, pour nous, très important, c'est de s'assurer que, certes, les personnes ont envie, mais ils puissent être accompagnés à cela. Ils doivent être accompagnés en amont, mais ils doivent être aussi accompagnés sur les territoires. C'est-à-dire que l'intégration sur les territoires, elle se décrète pas, elle se fait pas comme ça. Et la place et le rôle des associations sur les territoires d'accueil est assez fondamental. Alors, vous avez au-dessus un espèce de petit schéma en fait, qui montre effectivement toute l'importance et l'intérêt de ce dispositif-là. C'est qu'on s'adresse à des personnes qui aujourd'hui sont hébergées, donc qui ont un référent social sur le territoire sur lequel elles sont hébergées, et qui vont pouvoir, ce référent social de l'amont, on va dire, peut se mettre en lien, du coup, avec le référent social de l'aval, puisque dans ce dispositif-là, les personnes sont accompagnées pendant 1 an sur le territoire d'accueil. Il y a une association qui va les accompagner. Du coup, le lien se fait entre travailleurs sociaux, et ça, c'est un élément qui nous paraît très important. Peut-être dernier point pour ne pas être trop longue, dire que la mobilité ça marche, parce que c'est le 3e point que je voulais déconstruire, c'est-à-dire qu'on a tendance à dire oui, les personnes finalement c'est pas vraiment leur choix, on leur dit, on les force un peu à partir et elles reviennent là où elles étaient hébergées. L'étude qu'on a pu mener sur le devenir des personnes à plus 3 mois après leur arrivée sur le territoire démontre que ce n'est pas vrai, puisque 92% des personnes sont toujours sur le territoire. Voilà, que l'accompagnement fonctionne, puisque 17% d'entre elles, on a parlé de l'importance de la maîtrise de la langue française, 17% d'entre elles ont un niveau d'appropriation de la langue française qui a augmenté entre le moment où ils sont arrivés et 3 mois plus tard. On est juste à plus 3 mois dans un accompagnement qui dure 1 an. 20% d'entre elles sont rentrées soit en formation, soit ont eu une expérience emploi.
expérience ou sont en emploi. Voilà, donc tout ça pour dire qu'effectivement, ça fonctionne. Le petit point sur lequel sans doute l'État aurait une amélioration, un point d'amélioration un peu fort, c'est la question du transfert des droits. CAF, CMU notamment, c'est-à-dire qu'on voit quand même qu'il faut un peu moins de 2 ans pour que les... 2 mois, pardon, 2 ans ça a arrêté, un peu moins de 2 mois pour que les droits puissent être transférés, et ça reste, ça peut être un frein. Alors on a des stratégies, typiquement on essaie de faire en sorte que les ménages qui quittent leur territoire, alors si je prends l'Île-de-France par exemple, le quittent plutôt le début de mois ayant commencé pour qu'ils puissent avoir eu le versement de leurs prestations et que ça couvre déjà une partie du temps d'installation. Il y a un travail aussi qui est fait par les travailleurs sociaux dans les structures d'amont, qui est d'inciter les personnes à commencer à économiser un petit peu, en tous les cas à anticiper une mobilité. Ça s'anticipe aussi, ça ne se décrète pas, ça ne se fait pas comme ça d'un claquement de doigts. Et alors peut-être juste pour compléter, parce que là on a une question très pratico-pratique de Noureddine, c'est « Je suis réfugié, je veux partir d'Île-de-France ». Concrètement, je fais quoi? Il va sur le site du GIP Habitat et Intervention Sociale. Et à partir de là, il a deux programmes de mobilité nationale en fonction de sa situation. Soit la plateforme nationale pour le logement des réfugiés, mais pour ça, il faut qu'il soit hébergé dans une structure, il faut qu'il ait un référent social. Et soit le programme Émile, pour lequel, donc engagé pour la mobilité et l'insertion par le logement et l'emploi, pour lequel, là, il n'a pas forcément besoin de référent social. Mais il faut qu'il soit francilien. Ça fait beaucoup de conditions. Et je crois qu'il n'y a pas d'autres GIP HIS ailleurs sur le territoire. Nous sommes uniques. Vous êtes unique. Ça, c'était une question d'Emma. Je te remercie. Je reviens. Alors, il nous reste finalement que 13 minutes pour les questions. Donc, je vous demanderai de faire des réponses assez rapides pour pouvoir finir à l'heure et à temps pour tout le monde. Donc, j'ai une question notamment de Hubert à Renaud-Père. Est-ce que vous pouvez revenir sur le rôle central des maisons de la métropole et quel est le lien ou la différence avec les maisons France Service? Parce que c'est vrai que partout, on crée des maisons du réfugié, des maisons de la métropole, on a aussi des maisons France Service. Alors peut-être que pour nous, usagers, on s'y perd un petit peu. Très rapidement, puisque les maisons de la métropole sont comme la métropole de Lyon. Désolé d'entrer dans ce détail-là, mais la métropole de Lyon est la fusion entre une intercommunalité et le département. Et pour la plupart des territoires hors de la ville de Lyon, les maisons de la métropole sont les anciennes maisons du département. Donc, faut le voir comme ça. Donc, simplement, c'est effectivement notre entrée sur le service de proximité, très, très clairement, et c'est donc là qu'on a la plupart de nos interlocuteurs. Donc, voilà. D'accord, merci beaucoup. Il vous demande aussi si, à votre avis, vous l'avez un peu évoqué sans développer, les centres médico-psychologiques ont-ils les moyens d'accueillir les réfugiés dans toutes leurs dimensions pour leur prise en charge? Enfin, je le dis, et quand on prononce la sentence, ça peut être très dur pour les personnes qui sont dans les CMP, et c'est pas du tout dans ce sens-là, mais pour le moment, ils n'ont pas assez de moyens, ça c'est très clair. Et on sait qu'on a là, on l'a dit, ne serait-ce que lorsqu'on raisonne en termes de parcours, depuis l'exil jusqu'à l'intégration, la violence de l'exil fait que les CMP ont un rôle majeur. Mais cette idée, qui a traversé notre après-midi, que l'effort pour l'intégration doit se placer dans le temps long d'une certaine manière, le temps d'avant, et de bien intégrer précisément l'exil, et aussi le temps d'après, j'en dirais juste un mot quand même, parce que c'est extrêmement important, montre que le caractère vraiment, le drame de l'exil et la violence de l'exil doit être pris en charge et laisse des traces tout au long du parcours d'intégration. Je dis juste un mot, à la fois parce que ce que vous faites est formidable et il n'y a aucun doute qu'on prend en compte la trajectoire, et ça me semble extrêmement important, mais il faut aussi, me semble-t-il, ne pas exclure qu'il y a des trajectoires de sédentarisation dès le début. Et je veux dire que chaque cas est singulier, et ça, il faut simplement, de la même manière qu'il faut absolument respecter la demande de mobilité, mais la demande de sédentarisation selon les trajectoires individuelles me semble primordiale. Et puis l'autre aspect, puisque le préfet Régnier l'évoquait, nous avons vu hier le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, le préfet Mailleuse, qui disait une chose très importante. C'est qu'il y a, comme il y a le temps d'avant,
et j'ai commencé ainsi, il y a probablement le temps d'après. Et l'accompagnement, nous sommes tous dans nos dispositifs de politique publique, de manière générale, sur un temps beaucoup trop court et extrêmement coûteux du fait de ce temps court. C'est-à-dire que l'accompagnement probablement nécessite quand même aussi des périodes de retour, le fait de revoir aussi les réfugiés. L'intégration ne se fait pas en quelques mois ou même en quelques années, et donc ce temps long est aussi nécessaire. Mais pour parler évidemment des CMP, oui, je crois que ça c'est un rôle majeur que nous devons avoir tous ensemble, qui est à la fois dans la formation et dans la dotation, il faut les accompagner, parce que en l'état actuel, on n'est pas tout à fait on n'est pas tout à fait dans le bon équipement d'une certaine manière. Oui, peut-être sous le contrôle de la préfecture de région. Je suis venu à Lyon il y a 1 an et demi ou 2 ans, mais je viens souvent, donc je ne sais plus exactement la date. Il y avait la rencontre des acteurs de la santé qui a élaboré, qui a fait un travail très important de recensement de tous les acteurs de la santé. Tu as suivi aussi, Angèle. Je ne sais plus, mais on pourra vous donner sur le site. Mais c'est vrai qu'après, il y a des territoires, on voit bien en matière de santé, notamment en matière de santé psychique, qui ont des réseaux qui sont déjà implantés et qui peuvent offrir aussi de la formation et de la sensibilisation aux travailleurs sociaux et aussi du lien pour accompagner dans les parcours de soins et trouver des orientations avec de la médiation et avec surtout de l'interprétariat professionnel, et que tous les territoires ne sont pas encore équipés à la même hauteur. Donc vous, dans le Rhône notamment, vous avez un certain nombre de réseaux, et notamment Orsper Samdara, qui est aussi un centre de ressources national qui est bien identifié, mais ce n'est pas valable dans tous les territoires. Et d'ailleurs, par rapport à une question qui nous a été posée par Jules à Sylviane Tardieu, je crois qu'à Clermont-Ferrand, notamment dans le cadre du contrat, vous avez des actions qui sont relatives à la santé, me semble-t-il. On ne vous entend pas, Sylviane Tardieu. Vous avez c'est pour... on a la création d'une structure de soins en santé mentale. Mais je ne cache pas que c'est quelque chose qui est un petit peu compliqué à monter, parce que comme je rejoins tout ce qui a été dit jusqu'à présent, hein, c'est que effectivement les moyens manquent, et puis mais en tout cas c'est une volonté certaine, parce qu'on est dans le constat de parcours de personnes qui sont abîmés et pour lesquels on se doit d'être bienveillant. Mais on a effectivement une action de monter une structure de soins. Juliette, tu voulais ajouter quelque chose? Oui. Pour rebondir sur ce que vous disiez, préciser que la mobilité nationale, c'est une démarche volontaire. On n'est pas du tout dans une démarche imposée, et que c'est une démarche volontaire, et qu'il s'agit pour nous de faire une offre supplémentaire à ce qui peut exister déjà. Par ailleurs, aux côtés de l'État régional, le groupement a pour vocation de développer d'autres dispositifs d'accueil et d'accompagnement des réfugiés, type de l'intermédiation locative dédiée aux réfugiés, de l'accès au logement. Voilà, mais on est bien. Je le précise parce qu'il y a eu, de temps en temps, on a des retours qui pourraient laisser entendre que la mobilité n'est pas volontaire, mais si elle l'est bien. D'accord, je te remercie. Il y a Manda Green qui nous signale que Lyon 2 et une équipe de l'hôpital du Vinatier travaillent sur la création d'un diplôme universitaire, médiation, interprétation, migration, et qu'il leur tient à cœur de réserver des places à des personnes réfugiées. Ça implique notamment, on en revient toujours, à la formation préalable en français, et du coup la question du financement se pose, et je pense que c'est aussi justement, des fois on bute sur des petites choses, alors que structurellement tous les acteurs sont autour de la table, et c'est là où, Alain, tu parlais, donc je ne sais pas ce que tu pourrais proposer en la matière, mais justement du cloisonnement, c'est une question qui revient, du cloisonnement des financements et des acteurs. Donc comment simplifier pour que ceux qui veulent travailler très concrètement ne soient pas en but à chaque fois à ces obstacles-là? On a des propositions qu'on a faites, que j'ai faites dans le cadre de la conférence précarité il y a 3 ans. On a remis au gouvernement, mais elles n'ont pas. Alors, comme j'avais eu l'honneur d'être déjà invité à participer à l'animation de groupe de la conférence de 2012, on avait déjà fait cette proposition qui n'a pas été retenue ni en 2012 ni en 2017, qui est d'avoir un fonds régional qui mixerait des fonds de l'ARS et des fonds État, lutte contre l'exclusion,
et qui serait à disposition donc d'un comité de pilotage conjoint qui permettrait de financer des projets qui soient entre les deux, et souvent donc le sanitaire va dire moi je finance pas parce qu'il y a un élément de prévention sociale qui n'est pas de ma compétence, et de l'autre côté non, je ne vais pas financer le poste d'infirmière ou le poste correspondant ou les actions correspondant à la santé, c'est pas ma responsabilité. Donc l'utilité aussi de ces financements contractuels, c'est aussi de pouvoir apporter des réponses qui aujourd'hui devraient être structurelles, donc je continue à les porter auprès du gouvernement, c'est encore une fois d'avoir la possibilité d'avoir des enveloppes mixtes qui permettraient de financer des projets qui ne sont pas dans les cases aujourd'hui finançables. Voilà, donc, mais le contrat tel qu'il est aujourd'hui peut aussi permettre de répondre alors à condition qu'on ne soit pas sur des montants extraordinaires, mais voilà, il faut débloquer, il faut trouver de l'astuce, et je regarde aussi la préfecture de région. Je pense qu'il y a moyen de continuer à avancer. Peut-être aussi que la crise, avec la gestion avec les ARS, permet aux préfets de mieux travailler avec les ARS depuis leur création. Enfin, cette situation de crise, elle est extraordinaire. Et donc, je pense qu'il faut peut-être continuer à avoir des articulations entre le sanitaire et le social. Alors, j'ai aussi une question d'Ahmed pour Renaud Père, qui demande, vous en avez un petit peu parlé, mais peut-être si vous avez une minute pour un peu développer, qui nous dit comment valoriser l'avant, c'est-à-dire les parcours et les compétences acquises avant l'exil. Alors, j'imagine que ça touche aussi l'emploi, et le dialogue qu'on peut avoir avec les entreprises. Qu'est-ce que vous vouliez dire derrière tout ça ? D'abord, on a des dispositifs et grâce notamment au contrat territorial, qui permettent d'appuyer des initiatives, notamment de forums réfugiés en l'occurrence, et donc il y a des dispositifs qui commencent à se mettre en place. Il faut quand même aussi sur l'ouverture vers l'emploi, et notamment qui prend en compte les compétences évidemment des hommes et des femmes que nous accueillons. Néanmoins, il y a quand même, encore une fois, je me permets d'insister, il y a quand même aussi ce point noir ou ce point aveugle du droit, qui est quand même le moment de l'arrivée. Et donc, avant précisément la reconnaissance du statut de réfugié. Et donc, on a quand même cette période qui est bien souvent une séquence précisément une faille, d'une certaine manière. Et ça, on parlait tout à l'heure quand même du débat politique et des propos qu'on a pu entendre très récemment. Mais il y a aussi quand même une crainte qui est le fameux appel d'air. Et ça, on peut le vivre au niveau national comme au niveau territorial, puisque, en l'occurrence, quand on disait, c'est une posture un peu enchantée quand même de dire que les collectivités, je l'ai dit moi-même, que les collectivités étaient des remparts ou étaient des lieux de résistance, parce qu'il y a, même dans nos espaces publics, même dans nos villes, des débats très forts justement sur les squats et sur les campements. Et néanmoins, là, les collectivités se trouvent, alors j'allais dire seules, bien sûr que non, parce qu'on est toujours en dialogue avec l'État, mais là, on est vraiment dans une situation extrêmement complexe et où les individus perdent perdent leur dignité, ça sans aucun doute, mais peuvent perdre aussi une partie des compétences, et parce qu'on ne les reconnaît plus. Et donc ça, c'est un point extrêmement important. C'est tout ce qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure, c'est-à-dire arrêter de raisonner en termes de flux, mais raisonner en termes de trajectoire individuelle. C'est beaucoup plus facile à dire qu'à mettre en place, mais c'est précisément ce que nous voulons travailler avec les agents de la métropole en l'occurrence, en lien avec l'État, c'est-à-dire comment on est attentif au parcours de vie et donc comment on reconnaît les formes de compétences. Mais c'est là où on se dit une chose qui semble évidente, de réunir tous les acteurs. Vous aviez la question d'une universitaire de Lyon 2, vraisemblablement, mais ça veut dire aussi qu'on pense à mettre autour de la table les lieux de formation, parce que c'est aussi ça, reconnaître en termes de diplôme l'expérience qui a pu être acquise dans un pays très éloigné. Et donc, ça veut dire qu'il faut on a encore une fois beaucoup de compétences sur l'ensemble de nos territoires, encore faut-il qu'on les connaisse. En l'occurrence, on peut passer à côté de choses qui peuvent être mises en place, à condition donc qu'on les connaisse, qu'on les recense, et donc qu'on puisse échanger. Et donc, mais simplement, ça arrive dès le jour
où ils arrivent ici. Dès le jour de l'arrivée. Et là, quand même, encore une fois, on est quand même dans un point aveugle du droit, pour ne pas dire plus. Écoutez, je vous remercie beaucoup et je vais remercier l'ensemble des participants. Vous avez le mot de la fin. On avait encore, je suis désolée, un certain nombre de questions posées à nos invités, mais on est arrivé au terme de notre rencontre. Donc vraiment, Madame Tardieu, François Héran, Juliette Lagagné, Monsieur Père, Alain Araignée, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à la table ronde. Et je vais passer à la conclusion de cette journée. On avait quelques messages à vous dire. D'abord, je voulais remercier tous ceux qui ont suivi cette journée de leur participation, notamment lors des ateliers ce matin. Et on espère que cette journée riche vous a apporté des informations et surtout nous engage à continuer à travailler ensemble, aussi bien sur le plan national que sur les territoires, qui sont effectivement une clé très importante de l'intégration et qui nous permettent de tous travailler ensemble. Je tiens aussi à remercier le Fort de Vèze, qui nous a accueillis aujourd'hui. Vous n'avez pas pu en profiter malheureusement puisqu'on a dû le faire en version dématérialisée, mais nous sommes dans un magnifique site qui surplombe la Saône à Lyon et nous avons été très bien accueillis et donc nous les en remercions. Je remercie aussi sincèrement de notre part à tous l'équipe de TISIT qui est autour de nous et qui nous a accompagnés tout au long de la journée pour réaliser cet événement en voie dématérialisée. Et merci beaucoup pour votre écoute et votre disponibilité et votre professionnalisme. Merci encore à l'équipe de TISIT. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'était donc maintenant, l'Agora, c'est un moment dans l'année, mais ça nous engage pour l'avenir. Alors d'abord, je vous rappelle donc cet appel à candidature pour l'Académie pour la participation des réfugiés qui a été lancé aujourd'hui avec l'IFRI par Alain Régnier et Paolo Artini du HCR. Et vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site internet de la DIR. Nous avons pu publier aussi au cours de cette journée, vous le retrouverez sur notre site, 2 études très intéressantes. La première sur les déplacés environnementaux qui a été réalisée par Mathieu Porte, qui a fait une mission de recherche au sein de la DIR l'année dernière et qui a fait un rapport très intéressant qui a réuni toutes les connaissances sur le sujet des déplacés environnementaux. Et vous pouvez aussi accéder à un rapport sur une mission de recherche qui a été faite par Frédéric Salin sur l'intégration professionnelle des réfugiés. Vous trouvez un certain nombre de ressources. Il y a des questions notamment sur ce qu'on peut proposer aux jeunes. Vous pourrez trouver notamment des informations dans cette étude sur le site de la DIR. Aujourd'hui également a été mise en ligne une nouvelle version de réfugiés.info avec des résultats encore plus clairs, encore mieux classés et une information, nous l'espérons, toujours plus accessible pour les réfugiés, traduite donc en plusieurs langues. Par ailleurs, je voulais vous dire à tous que le compte-rendu intégral de cette journée vous sera communiqué et sera publié d'ici la fin de l'année. Il nous faut toujours un petit peu de temps parce que c'est très riche pour la rendre aussi accessible, donc vous pourrez la consulter assez rapidement. Nous allons construire aussi un programme de travail à travers les 3 tables rondes, les 3 ateliers qui ont eu lieu ce matin pour continuer à travailler avec vous et on mettra en ligne la conférence que nous venons de lire. Les prochains événements sur l'intégration des réfugiés que nous vous proposons, c'est d'abord un Open Lab le 19 octobre prochain en visioconférence toujours. Ce sera l'occasion de découvrir et d'utiliser réfugiés.info qui est une plateforme donc collaborative et qui a besoin de vous tous pour qu'elle soit justement vivante et utile pour les réfugiés. Nous aurons la journée, on n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais elle aura sa journée de valorisation du programme de service civique volontaire pour et avec les réfugiés le 11 février prochain. Enfin, nous n'avons pas pu le réaliser en 2020, on espère pouvoir le faire en 2021. C'est le forum Initiative et Territoire, justement, on en revient là, en lien avec les associations dont a parlé François Héran tout à l'heure, le 14 avril 2021. Et enfin, comme chaque année, la Journée mondiale des réfugiés le 20 juin. Alain, peut-être le mot de la fin ? Le mot de la fin il sera pour mon équipe que je souhaite vraiment féliciter pour toute l'énergie qu'ils ont développée depuis plusieurs semaines pour que ça soit une belle réussite. Donc merci à toute l'équipe et merci à tous. Au revoir.